Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Alors nous sommes au mois de décembre, début décembre, on commence un petit peu à préparer Noël. Et voilà, j'ai mon petit chapeau qui est ici, voilà, j'ai pas encore décoré la maison et ça devrait venir le week-end qui vient. Toujours est-il que là je prends un peu de temps pour revenir sur ma lecture du mois de novembre. Alors, j'ai pas eu beaucoup de lecture au mois de novembre. Je vous ai dit que j'avais ralenti un peu mon rythme de lecture. Au mois de novembre, c'est aussi le Black November. Alors le Black November, c'est un défi de lire différents thrillers suivant le thème approprié pour la semaine donnée du mois de novembre. Alors ce défi-là, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Facebook plus précisément, dans un groupe qui s'appelle le groupe Black November et qui a été créé par Séverine Lanté. Donc je vais vous mettre toutes les références en dessous, hein, comme je fais la plupart du temps, pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, pourquoi pas vous y inscrire pour l'année prochaine et vous lancer un petit défi sur lire des thrillers en fonction de certains thèmes. Donc la première partie de cette vidéo va être sur les différents livres que j'ai pu lire pour répondre à ce défi. Et puis ensuite, j'ajouterai d'autres lectures que j'ai faites ce mois de novembre. Soit elles ont été intégrées pendant cette période-là, soit un tout petit peu avant, soit juste après, ou voilà, à peu près on a mixé puisque je devais lire d'autres bouquins que j'avais prévu de lire, notamment un tout petit roman jeunesse et puis des BD. Voilà. Et donc, écoutez, je vais commencer tout de suite. Alors, j'ai dû déjà enregistrer une ou deux vidéos il y a quelques temps, donc sur ce mois de novembre, donc ils vont s'intégrer comme d'habitude, vous savez, c'est des morceaux de vidéos. Mais là, je vais en faire aussi pas mal dans la continuité, parce qu'il m'en manque beaucoup, et il faut qu'elle sorte cette vidéo, donc voilà. Donc je vous retrouve plus tard, je vous retrouve à la fin, comme d'habitude, et puis en attendant mon visionnage, à tout à l'heure. Pour la première semaine du Black November, du 1er au 7 novembre, eh bien pour ce Black November, le thème était de lire un roman d'un auteur décédé. Eh bien ici j'ai un roman de deux auteurs, dont l'un est décédé. Il s'agit de Mary Higgins Clark, et sa fille qui elle est toujours vivante, Caroline Higgins Clark, La croisière de Noël. Voilà, alors La croisière de Noël, c'est un polar. Voilà, un polar, ça se passe, comme son nom l'indique, sur un bateau. C'est juste après Noël, en fait. Il y a des personnalités très riches qui vont être invitées à passer une croisière sur un bateau pour lancer un petit peu, c'est un petit coup de pub en fait à faire pour ce bateau. Et pourquoi ces personnalités ont été choisies? Parce qu'elles ont toutes fait des dons à des œuvres caritatives très importantes et tout. Pour les remercier, l'armateur a voulu les inviter sur son bateau et puis se faire en même temps un bon coup de pub. Donc sur cette croisière, il va y avoir des événements assez perturbants finalement pour les passagers et pour le commandant et pour l'armateur, donc le commodore, voilà. Donc du coup, on va avoir une petite enquête. Alors évidemment, il y a des personnages dans ce roman qui seront un petit peu les enquêteurs, pas officiels, mais officieux, et qui vont essayer de dénouer un petit peu ces espèces de secrets, ces mystères qui règnent sur ce bateau. Et donc on est dans cette aventure-là. Alors, Mary Higgins Clark, c'est pas glauque, c'est pas sombre, c'est pas noir, c'est une petite histoire, une petite enquête sympathique, ça se lit très très vite, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait, parce qu'avec ma panne de lecture, j'ai un peu de mal à lire en ce moment. Mais ça me permet de remplir ce premier défi pour cette première semaine, voilà. C'est donc La croisière de Noël, Mary Higgins Clark et Carole Higgins Clark. Pour cette deuxième semaine du Black November, le thème de thriller, c'est de lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois ou une date. Eh bien moi, j'ai sélectionné 1794 de Niklas Natt-Och-Dag. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est pas grave. J'ai lu celui juste avant, 1793, voilà, puisque ça se passait en 1793. Ici, ça se passe en 1794. Et on va retrouver notre enquêteur, notre boudin, voilà, ce qu'on dit un boudin, cet ancien invalide de guerre qui de temps en temps travaille pour la police et qui s'appelle Michael Cardell. Alors invalide de guerre parce qu'il lui manque une main, qu'il a dû perdre donc à la guerre, qui est une sorte d'enquêteur un peu
qui travaille, oui ou non, avec la police, mais qui se laisse vivre, qui traîne dans les vieux bouges, qui vit dans un taudis, enfin voilà. Mais qui a une personnalité quand même très attachante. On sent une certaine fragilité et une dureté aussi, et un charisme important. Donc oui, c'est un personnage très complexe en fait, hein. Moi j'aime beaucoup ce personnage-là. Alors dans 1794, on va déjà dans toute la première partie, en fait, on va pas du tout se situer en Suède, on va pas se situer à Stockholm, on va se situer sur l'île de Saint-Barthélemy, donc en 1794, c'est-à-dire en pleine période de marché aux esclaves. Et du coup, on va découvrir ce marché aux esclaves et cette exploitation et cette misère et des choses absolument terribles qui ont existé, bien évidemment, hein. Et on va suivre l'histoire d'un jeune homme, en fait, qui va se retrouver plongé à Saint-Barthélemy parce que il ne veut pas suivre les vœux de son père, qui est un grand exploitant en Suède. Et ce jeune homme, en fait, il va découvrir lui aussi le marché aux esclaves, plus ou moins en faire partie, non pas comme esclave, mais comme une sorte de régulateur, en fait, de ce marché. Et il va rester là-bas un certain temps. Et ensuite, il va revenir en Suède et il va se marier. Et la nuit de noces va mal se passer. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il se réveille et quand il se réveille, sa femme est dans un état terrible. Et en fait, il y a une rumeur qui va dire qu'en fait, ce sont des loups qui ont attaqué sa femme. Enfin, voilà, on va rentrer dans un truc terrible. Sauf que, bien évidemment, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé, mais il y a un meurtre monstrueux qui s'est produit, qui en est l'auteur, etc. On ne sait pas trop, enfin bref. Et c'est là que va intervenir notre enquêteur, Michael Cardell, puisqu'à un moment donné, la mère de cette jeune fille va aller le voir pour lui demander d'enquêter parce qu'elle veut savoir, elle veut connaître cette vérité. Et il va falloir retrouver l'ancien jeune marié, parce qu'on ne sait pas où il est, ce jeune marié qui a disparu. Donc on va partir sur cette enquête-là. Alors, c'est très sombre, c'est très noir. 1794, de toute façon, on voit bien qu'on vit dans une ville où c'est la fange, où c'est la misère, où c'est glauque, on sent la boue, on sent enfin, c'est... Ouais, on est vraiment plongé dans cette atmosphère noire, triste et glauque. Oui, j'ai pas d'autres mots, voilà. Donc du coup, moi j'ai bien aimé quand même. Faut aimer ce genre d'ambiance, hein. Mais moi j'ai bien aimé parce que je trouve que Niklas Nattådag, il écrit vraiment bien. Alors c'est des chapitres assez courts, ou plus ou moins longs, mais jamais très très longs. Ça donne un rythme de lecture, je trouve. Donc on va très très vite à lire ce livre. Alors, quand on est sur un chapitre, on suit certains personnages. Quand le chapitre suivant attaque d'autres personnages, moi, ça m'agace toujours un petit peu parce que moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé à la suite pour ce personnage-là. Donc, du coup, je suis obligée de lire ce chapitre-là pour essayer de retrouver un chapitre où on va reparler. Moi, j'aime bien ça, en fait. Ça donne du rythme à la lecture et puis ça donne des points supplémentaires, des indices supplémentaires, des choses, voilà. Je sais que certaines personnes ont trouvé des longueurs. J'en ai pas trouvé plus que ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment été plongée dans l'histoire, dans Stockholm. Alors déjà la première partie sur Saint-Barthélemy, et puis ensuite Stockholm. Et avec ces personnages, c'est les différents personnages qu'on va croiser. Alors on croise des personnages qu'on a déjà vus dans 1793. Alors je l'avais lu il y a quand même un certain temps, 1793, j'avais déjà bien aimé l'ambiance, hein. J'en avais retenu d'ailleurs cette ambiance vraiment assez sombre, etc. Et cette enquête assez minutieuse. Et on retrouve ça dans 1794. Mais il y a certains détails que j'ai oubliés. Et du coup, je me suis un petit peu perdue avec certains personnages qui sont revenus ici. Donc il a fallu que je fasse appel un peu à ma mémoire, c'était un peu compliqué. Mais sinon voilà, pour moi c'est un bon roman. C'est édité chez Sonatine. Alors moi j'aime bien cet éditeur-là, c'est assez souvent que je lis, il m'est déjà arrivé de lire plusieurs romans de chez Sonatine et j'aime bien ce choix littéraire. Voilà, alors
par rapport au premier, j'ai été moins gênée sur le nom des villes. Bon, là, on est à Stockholm, c'est très bien, mais c'est vrai que le nom des villes, le nom des gens, souvent, ça a quand même des connotations suédoises. Hein, c'est assez, voilà, c'est nordique, hein, donc du coup, on n'est pas habitué à cette langue-là. Et par rapport à la première fois, j'ai été moins gênée. Là, peut-être que je suis passée un peu dessus, donc plus facilement. Finalement, je me suis moins arrêtée dessus pour être vraiment dans l'histoire. Et voilà. Donc voilà, je vous le recommande. Ça s'appelle donc 1794 de Niklas Natt-Ottak. Alors la troisième semaine du Black November, le thème c'était de lire un thriller judiciaire et ou un thriller tiré d'un fait réel. Alors j'en ai profité et j'ai emprunté à la bibliothèque J'irai tuer pour vous de Henry Lovenbrook. On me l'a beaucoup conseillé au moment où j'ai lu L'apothicaire de Henry Lovenbrook. J'avais vraiment adoré L'apothicaire, un thriller historique, roman historique, thriller plus ou moins, mais voilà, il y avait quand même une intrigue et j'avais bien aimé. Et j'avais beaucoup aimé la plume finalement d'Henry Lovenbrook. Qui là aussi, lui, m'a embarqué dans son univers, même si c'était historique, c'était je sais plus en 1400, 1500, oh je sais plus, enfin c'était dans le Moyen-Âge et j'avais bien aimé. Donc on m'avait largement conseillé J'irai tuer pour vous. Donc je me suis dit, je saute sur l'occasion, puisque c'est tiré d'un fait réel. Et en fait, ça se passe au moment des attentats sur Paris en 85, dans les années 80. Voilà, il y a beaucoup d'attentats sur Paris qui étaient liés en fait aux prises d'otages aussi au Liban. Donc à un moment donné, d'ailleurs durant ces années-là, moi je m'en souviens, tous les journaux télévisés du Antenne 2, je crois que ça s'appelait Antenne 2 et pas France 2 à l'époque, bon je ne sais plus, mais enfin, en tout cas tous les journaux de 20 heures, à chaque fois présentaient les otages avec ça fait tant de jours que tel otage est prisonnier, hein, etc. au Liban. Donc ça commençait toujours comme ça pour nous rappeler qu'on pensait à eux et que la France, et bien évidemment, était sur ce sujet-là pour essayer de les libérer, voilà. Et bien là, on va carrément rentrer dans cet univers-là, au service du gouvernement, des renseignements, des services secrets, hein, plus ou moins français, donc la DGSE, qui s'occupe donc des services extérieurs, celle qui s'occupe de l'intérieur, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, en tout cas on va rentrer dans ce monde-là, et en fait on va suivre un agent complètement... un agent qui est anonyme en fait et qui est pas censé exister, qui va travailler plus ou moins pour la DGSE, mais sans vraiment travailler pour la DGSE, parce que s'il lui arrive quelque chose, la DGSE ne le connaît pas, donc il n'a aucun lien avec eux, mais il va quand même travailler pour eux, et d'où le titre « J'irai tuer pour vous ». J'ai j'ai vraiment adoré ce roman, parce que c'est bien, déjà, il est bien ficelé. Mélanger ces faits réels, parce que j'ai été vérifier les détails quand même hein, sur ces faits réels, et qui, effectivement, oui, ça s'est passé comme ça, oui, c'est arrivé à tel endroit, oui, c'est arrivé à ce moment-là. Alors après, il y a certaines dates quand même qui ne coïncident pas vraiment, mais l'auteur nous prévient dès le départ, ça peut arriver, parce qu'il veut mêler aussi une fiction avec ça. Donc une fiction et la réalité, voilà, forcément il a pris certainement quelques libertés avec la réalité, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraies, et j'ai trouvé que c'était fascinant du coup. Il a réussi à mêler une fiction autour de ça, je dois dire que c'était très bel exercice, et moi j'ai été embarquée complètement, j'ai adoré. Alors, on va suivre, donc c'est Marc Masson, voilà, qui commence déjà par être un déserteur, donc qui est parti en Amérique du Sud. Donc on va découvrir, il va parler un peu de sa vie, de son enfance, de ce qu'il a fait en Amérique du Sud, etc. Et puis comment il en est venu à être recruté par la DGSE. Et les différentes missions sur lesquelles il va être amené à vivre, voilà, pour nous, quoi, hein, pour son pays. C'est un vrai thriller. J'ai quand même eu le souffle coupé à certains moments. Ouais, c'est palpitant. J'ai trouvé ça palpitant. J'ai trouvé ça... Il y a beaucoup d'action. C'est punchy. Et
Et c'est bourré de faits réels. Enfin, moi, ça m'a replongé complètement dans les années 80. Et j'ai revu et je me suis informée, réinformée et informée sur effectivement cet épisode d'attentat, de prise d'otage, etc. Donc oui, ça apporte beaucoup de connaissances en plus, pour peu qu'on soit un petit peu curieux et puis qu'on aille compléter ses connaissances pour les ajuster au plus juste quand ça n'allait pas tout à fait des fois dans le roman. Mais c'est hyper plaisant parce qu'avec cette histoire-là et cette fiction de suivre cet espion-là, Marc Masson, bah évidemment, voilà, ça facilite les choses. Voilà, bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Ron Evenbrook, voilà, il écrit bien. J'aime bien sa façon d'écrire. Les chapitres sont pas très longs non plus, donc ça permet de les avaler assez vite. Il y a toujours plusieurs parties aussi dans ces romans, donc il y a une évolution. Voilà, moi j'aime bien. C'était donc J'irai tuer pour vous de Henry Evenbrook pour cette 3e semaine du Black November. On en arrive à la 4e semaine du Black November. Alors la 4e semaine avait pour thème donc lire un thriller issu d'une saga. Alors là, je me suis fait plaisir parce que ça faisait là aussi très longtemps qu'on parlait de cette saga-là. Le 3e tome de cette saga est sorti cette année et que à la bibliothèque, on avait le 1er tome, qu'on s'est renseigné pour avoir le 2e et le 3e, et on a réussi à l'avoir, puisque c'est par des échanges de médiathèque. Donc je me suis dit, bah voilà, le 2e et le 3e est arrivé à la bibliothèque, il faut vraiment que je me mette dans le 1er et que je les enchaîne. Donc j'ai enchaîné le 2e, je suis en train de le lire en fait en ce moment, mais je vais quand même vous parler du 1er. Donc pour cette 4e semaine, donc c'est lire une saga, et j'ai choisi la saga de Gabriel Joly. Donc, Gabriel Joly étant le personnage de cette saga, c'est le loup des Cordeliers, Henry Evenbrook, toujours, voilà, je vous en ai parlé juste avant, pour J'irai tuer pour vous, là, ici, c'est le loup des Cordeliers, alors on change complètement d'univers. Ici, on est au moment de la Révolution, donc j'aurais pu, là aussi, d'ailleurs, le choisir pour Réal, parce que pour le coup, la Révolution, on est en plein dedans aussi, parce qu'on va parler de Robespierre, de Danton, voilà, de Moulin, enfin voilà, des personnages historiques connus. Donc voilà, là aussi, Henry Evenbrook va s'appuyer sur ce qu'il s'est passé en 1789 pour en sortir une fiction et y intégrer des personnages fictifs avec eh bien, une intrigue, une enquête et des choses à découvrir. Alors j'ai beaucoup aimé le loup des Cordeliers. Donc le loup des Cordeliers, c'est un personnage qui apparemment assassine dans les rues de Paris. Et on ne sait pas trop pour qui, on ne sait pas trop pourquoi, ça se passe la nuit. Et il y a un journaliste, donc Gabriel Joly, qui s'intéresse à cette histoire et qui a envie de connaître la vérité sur ce loup des Cordeliers, et voire même de le démasquer. Alors on saura à la fin si oui ou non il a réussi à le démasquer, mais on va même se rendre compte que l'intrigue elle est beaucoup plus profonde que ça, et ce qui amènera évidemment au tome 2, certainement au tome 3, etc. Je ne sais pas, je viens juste de commencer le tome 2. Donc là, voilà, le loup des Cordeliers. Alors moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Gabriel Joly, déjà, le personnage, le jeune homme, on voit, le jeune homme un peu intrépide, qui a envie de faire plein de choses, etc. Et plutôt intelligent, et qui va s'entourer d'ailleurs de personnages assez intéressants dans cette histoire, puisque c'est quand même Danton, Desmoulins, et Mirabeau, Robespierre, voilà, des personnages qu'on va redécouvrir ici au travers de leur combat pour la Révolution et pour la création de l'Assemblée nationale, qui s'appellera au début l'Assemblée générale, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, c'est le vent de révolte qu'il y a eu en France durant ces années-là. On va la vivre au travers de cette histoire-là et de l'intrigue. Donc on mêle là aussi fiction et historique. Et histoire. C'est pareil, quoi. Embarqué, avec des chapitres pas trop longs, donc finalement ça se suit assez vite, ça se lit assez vite. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, donc oui, Henry Evenbrook est un auteur que je peux rajouter maintenant dans mes auteurs préférés, parce que j'aime beaucoup comment il écrit, quoi. J'aime bien sa façon de raconter les histoires, la façon dont il détaille ses personnages, qui sont, oui, assez détaillés, les lieux, la manière dont... Je sais pas encore comment parler de lui, en fait, sur ses romans, parce que à la fois j'ai l'impression que c'est une écriture hyper simple, qui m'embarque, et en même temps,
Non, il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose dans son écriture qui est... c'est assez pointu quand même. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, le personnage en lui-même, l'auteur, en tout cas, l'auteur, je le suis un peu sur Facebook, je le trouve très drôle. Il a des passions que j'apprécie aussi, qui sont les jeux de rôle, etc. Donc, j'aime bien suivre sa page. Il a toujours des petites remarques qui sont assez cinglantes par moments et des fois très très drôles et pleines d'humour. Il sait rire de lui-même aussi. Il a quelques posts sur lesquels j'ai bien ri. Des histoires qui lui sont arrivées. Donc, c'est un personnage qu'on a envie de connaître. Enfin, un auteur qu'on a envie de connaître, même personnellement, parce qu'il a l'air très abordable. En tout cas, j'ai encore jamais eu l'occasion de le croiser dans un salon, mais je pense que le jour où je sais qu'il vient pas très loin de chez moi, j'irai le voir parce que ça a l'air d'être quelqu'un de sympa. En tout cas, j'aime bien ses livres. C'est vrai que ça, c'est le 3e que j'ai lu d'Henry Levenbrook. Et j'accroche vraiment à sa plume, j'accroche vraiment à ses histoires, alors qu'elles sont quand même assez différentes. J'ai été tué pour vous et le loup des Cordeliers, ça n'a rien à voir. Autant ça pourrait se rapprocher un peu de l'apothicaire, parce que l'apothicaire se passe aussi au Moyen-Âge, mais enfin, bien avant la Révolution, hein. Là on n'est plus dans le Moyen-Âge évidemment. Mais ouais, il aime bien en fait mêler la fiction et l'histoire, et je trouve qu'il s'y prend vraiment très bien. Voilà, donc c'est à découvrir si vous avez envie d'une intrigue, d'un petit thriller, un roman avec une quête, enfin une enquête pour dévoiler qui est ce fameux loup des Cordeliers qui assassine dans les rues de Paris en 1789. Je vous le recommande. Voilà, c'est Le loup des Cordeliers de Henry Levenbrook. Bien, il est temps de parler de la dernière semaine du Black November, la 5e semaine, dans laquelle il fallait lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël ou les fêtes de fin d'année. Et là, j'ai choisi l'hiver et j'ai choisi Nicolas Beuglet, Le passager sans visage, que j'ai là aussi emprunté à la bibliothèque. Alors, c'est la suite du dernier message, le dernier message de Nicolas Beuglet. Alors, j'avais bien aimé le dernier message, l'héroïne d'ailleurs, donc qui s'appelle Grace Campbell, et j'avais bien aimé le dernier messager. J'avais trouvé l'histoire très intéressante et j'étais bien pressée de connaître le secret justement de Grace Campbell, et je savais que c'était ici qu'on allait le découvrir. Alors effectivement, on le découvre dès le début. On comprend tout de suite quel est son secret à Grace Campbell, qu'est-ce qu'elle cache dans son armoire fermée à clé, là, dans sa pièce secrète. Et c'est parti pour une enquête, voilà, 100 à l'heure, quoi. Hein. On va découvrir, on va aller de révélation en révélation, de sociétés secrètes énormes, enfin le truc incroyable. Et alors, on va parler d'un fait réel, Nicolas Beuglet va aborder un fait réel là-dedans. Quand j'ai vu ce fait réel, j'ai dit bon, mais oui, mais... Et là, j'étais en train de me dire, mais je l'ai vu dans un bouquin déjà. Quel bouquin? Je cherchais, et je trouvais pas. Et en discutant avec mon conjoint, on a commencé à dire, mais non, c'est pas une histoire. Il est en train de... Mais non, c'est un truc vrai. Et là, j'ai fait mes recherches, et mais oui, bien sûr. L'année dernière, mais oui, on en a parlé, mais oui, ça m'avait frappé en fait. J'ai confondu, c'est pas dans un bouquin que je l'ai vu, c'est à la télé, aux informations. Et effectivement, j'avais été surprise quand j'avais appris cette nouvelle-là, parce que j'y croyais pas, je me suis dit, c'est pas possible un truc pareil. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler plus que ça finalement, alors que c'est énorme quoi. Et dans ce bouquin-là, il en parle, et il l'a intégré dans sa fiction, et j'ai trouvé ça génial de prendre ce fait-là pour faire cette histoire. Voilà, je vous en dis pas plus, sinon je vous dirai tout, mais j'ai adoré cette histoire. Alors, après, l'héroïne, c'était déjà ce que j'avais remarqué dans Le Cri aussi, c'est pour ça que j'avais pas trop accroché avec Le Cri de Nicolas Beuglet, c'est que je trouve que ces héros, on va les appeler comme ça, c'est vraiment des super-héros, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent toujours. Pour moi, à certains moments, c'est à la limite de la crédibilité. Voilà. Et c'est ça qui me gêne un tout petit peu dans les romans de Nicolas Beuglet. C'est que je trouve que des fois, les héros, ils s'en sortent vraiment un petit peu trop facilement. Alors qu'ils sont quand même, là, ils sont à la porte de la mort, quoi. Je veux dire, je vois pas trop comment ils peuvent s'en sortir. Et, miracle, ils s'en sortent.
voilà, c'est vraiment le petit point de détail dans ce roman-là qui m'ennuie un petit peu, qui m'ennuyait déjà dans le cri. Je l'ai pas ressenti dans le dernier message, moi en tout cas. Par contre, je l'ai retrouvé ici, et ça m'a un peu gêné. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le thème, j'ai trouvé que c'était vraiment bien trouvé. Voilà, c'est bien abordé, etc. Mais il y a quand même des petites actions, des petites choses que je trouve un peu surréalistes. Voilà. C'est mon petit bémol. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez les histoires incroyables, les trucs, les complots, les trucs secrets, etc., allez-y. Hein. Pas de problème, vous allez trouver ce que vous voulez. Donc voilà, bah, je vais pas en dire grand-chose de plus. Hein. Ça s'appelle donc Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet. Et là aussi, je crois que j'attends la suite. Donc voilà, ça c'était pour le Black November. Je vous ai parlé donc de ces 5 livres que j'ai pris pour ces 5 semaines. Alors il y avait du bonus aussi hein, dans le Black November, si on voulait, c'est-à-dire qu'on pouvait lire pendant ce mois un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Ben là j'ai 3 nationalités, hein, un suédois, un français, une américaine. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il fallait lire un ou plusieurs de ces thrillers en binôme avec un autre participant. J'avais prévu de le faire pour Nicolas Beuglet, Le Passager sans visage, mais mon binôme, en fait, je n'ai pas noté qui c'était sur le groupe et je l'ai un peu perdu et du coup voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un défi, c'est un défi virtuel en plus, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre et puis c'est juste, voilà, je pense que j'aurai l'occasion de lire un livre en parallèle avec 2 personnes, j'aimerais bien le faire en vrai en fait, pas en virtuel, je voudrais que ce soit à la bibliothèque, quoi, que les rencontres des lecteurs reprennent, qu'il y ait des gens qui viennent et qu'on se dise, allez hop, on va tous lire un même livre ensemble. Voilà, ça c'est un de mes projets. J'espère que ça se fera un jour. Donc voilà, ça c'était pour clôturer le Black November. Donc maintenant, je vais vous parler d'un roman. Alors, vous allez avoir d'autres vidéos qui vont suivre derrière sur des romans que j'ai lus, notamment sur une BD, en fait, une BD que j'ai lue voilà, pour présenter à la bibliothèque et que j'ai bien aimé, et puis un petit roman que j'ai dû lire pour Babelio, donc, puisque je l'ai reçu dans le cadre des masses critiques jeunesse. Donc bah voilà, je vous en parle tout de suite. Je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait. C'est dans une émission qui parlait de livres, de bandes dessinées, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, d'autant qu'on cherchait des nouveaux titres avec l'animatrice de la bibliothèque pour ben voilà pour les jeunes chez nous, les jeunes filles, etc. Recherche des bandes dessinées un petit peu nouvelles. Et j'ai découvert Lila. Alors Lila, c'est une jeune fille. Alors ici on a le tome 1 et le tome 2. Donc ici c'est le tome 1, ici, voilà. Et le tome 2, ici. Alors Lila, c'est une jeune fille qui est dans le tome 1 au CM1, dans le tome 2 au CM2, et j'imagine qu'elle va grandir au fur et à mesure des tomes. Et je suis ravie d'avoir découvert ça pour ces jeunes filles, parce que ces jeunes filles de 10-12 ans qui, en fait, sont à l'âge de la puberté, et c'est le sujet traité dans ces bandes dessinées, c'est le sujet de la puberté. Alors, en premier, on va parler de la poitrine, bien évidemment, pour ces petites filles, parce que ça, elles commencent à se développer, donc ça pose tout un tas de questions. Et cette bande dessinée va répondre aux questions que peuvent se poser ces jeunes filles à ce sujet, donc les transformations du corps. Et donc, c'est très bien fait, il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'informations aussi qui sont vraiment très intéressantes pour ces jeunes filles, qui permettent peut-être aux parents de se dégager un petit peu de la responsabilité de ce sujet, enfin même s'ils peuvent l'aborder, je les encourage bien évidemment à l'aborder, et c'est un moyen de l'aborder finalement grâce à cette bande dessinée. Et moi j'aurais aimé, petite fille, découvrir ce genre de bande dessinée, parce qu'à un moment donné, en plus, on vous explique comment choisir votre soutien-gorge au tout début. Alors, soit le soutien-gorge, soit comment dire, le petit, la brassière, voilà, le type de brassière, alors à quoi ça sert, etc. Et oui, à un moment donné, on a, je ne sais plus où c'est, j'aurais dû mettre une marque-page. Voilà, on explique un petit peu, voilà, à quoi ça sert un soutien-gorge, différents. Et à un moment donné, on a les différents soutiens-gorge aussi. Enfin,
je trouve que c'est voilà, c'est vraiment très très bien fait. Et ça permet aux jeunes filles finalement d'en apprendre un petit peu plus sans forcément aller demander à maman, parce que vous voyez, quand on a cet âge-là, en fait, on n'a pas forcément envie de se confier à sa mère. On se confie plutôt aux copines et on va plutôt voir. Alors, si les copines ont de mauvaises infos, on repart avec de mauvaises informations. Donc, du coup, là, on peut avoir de bonnes informations. Alors, j'ai juste un tout petit bémol, c'est qu'à un moment donné, donc, on parle, à juste titre, de prendre rendez-vous avec un gynécologue pour la jeune fille pour voir si tout va bien, le gynécologue qui suit donc la vie de la femme, etc. J'aurais aimé qu'on parle aussi des sages-femmes qui, elles aussi, suivent les femmes, et aussi bien la puberté que pour les règles, que pour la grossesse, que pour la ménopause. Enfin bref, elles ont un rôle très important. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de se confier à une sage-femme qu'à un gynécologue, d'autant que déjà, trouver un gynécologue, en plus qui soit une femme, parce qu'un des conseils, c'est de choisir une femme, on se sent plus à l'aise avec une femme. C'est pas toujours vrai. Mais bon, parlons des sages-femmes, elles sont là, il y en a plein, elles sont disponibles. Il faut aller les voir. Alors effectivement, si vous avez une pathologie, vous irez voir un gynécologue, parce qu'il est là pour soigner vos pathologies, et c'est le référent. Mais si c'est juste pour un déroulement naturel de la vie, un développement naturel de votre corps de femme, il y a des sages-femmes, quoi. Donc ça, c'est bien dommage, parce qu'elles n'en parlent pas dans cette bande dessinée-là. Elles n'en parlent pas non plus là-dedans, et elles n'en parlent pas non plus, il y a un tuto qui existe, j'en parlerai peut-être quand j'aurai fini de le lire, parce que je suis en train de le lire, donc je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, ça, je trouve ça dommage. Mais sinon, c'est vraiment très bien fait. Franchement, je le conseille. Je suis vraiment très contente finalement qu'on puisse l'avoir à la bibliothèque pour le donner à ces jeunes filles qui viennent chez nous et qui aiment les petites BD, qui les font rigoler. Là, elles vont rigoler, elles vont vivre elles vont suivre un petit peu l'histoire de Lila avec ses copines, ses histoires d'amoureux, ses histoires au collège, le roller, parce qu'elles adorent le roller. Enfin voilà. Plein de petites histoires sympas, et en même temps, elles vont aborder le thème de ce qu'elles vivent, de la puberté. Ici, par exemple, on va surtout aborder le thème du maquillage, avec cette mode, vous savez, des petites mini-miss, etc. Et puis le maquillage à outrance, et effectivement, CM2, 6e, 5e, les filles elles commencent à découvrir le maquillage. C'est pas forcément du goût des parents, je vous en parle en tant que maman, et c'est pas forcément un sujet facile à traiter avec elles, et parce que on a nos a priori, bien évidemment, elles ont leur génération, elles, de l'autre côté, donc faut trouver un juste milieu. Donc ouais, celle-ci là, qui s'appelle T'es belle et tu sens bon, le tome 2, c'est plutôt pas mal, ça donne des idées, c'est drôle, voilà. Alors, oui, à faire lire aux gamines qui sont en CM1, CM2, 6e, 5e. Après, les jeunes filles qui vont être en 4e, 3e risquent de vous envoyer balader avec cette B2. Ce ne sera plus du tout leur style. Ah, ça faut le savoir quand même. Donc, 10, 11, 12, 13 ans. Voilà. Mais elles sont vraiment sympas. Enfin, moi qui suis adulte, je les ai eues et j'ai vraiment adoré, je me suis marrée. Voilà. Mon mari a tenté. Il a lu quelques pages et s'est dit non, c'est pas pour moi. Non. Je confirme, c'est pas vraiment pour les papas. Bon, voilà. Ça s'appelle Lila, c'est drôle, c'est instructif, c'est bien adapté pour les gamines. C'est édité chez Delcourt, et alors, les autrices, quand même, c'est Séverine Delacroix et Pauline Roland. Voilà. Alors, avec Babelio, donc pour Masse Critique Jeunesse, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, j'avais coché quelques bouquins comme ça dans la journée, en fait. J'avais pas de demande particulière. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si j'en reçois un. Allez, je vais lire un petit roman jeunesse. Alors, j'avais choisi des romans qui se lisent assez rapidement, et je suis tombée donc sur celui-ci. Donc, Babelio me l'a envoyé. Donc, je remercie Babelio et le Muscadier dans la collection Restez vivant pour La fille qui murmurait à l'oreille des fauves de Sabine Deuzière. Alors, j'aime pas du tout la couverture. La couverture, bon, cette jeune fille, elle est certainement charmante, mais je trouve pas que ce soit vendeur. Je trouve que ça fait assez vieillot comme couverture. Voilà, je sais pas. Enfin, après, moi, je la trouve vieillotte, en tout cas. Hein. Voilà, j'ai pensé que c'était un livre des années 70, 80. Non, mais pas du tout. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà été surprise quand j'ai commencé l'histoire, parce que je me suis aperçue que l'histoire commençait en 2035. Je me dis déjà, on est dans le futur. Et donc, on est en 2035. Il y a une pandémie, donc il y a un virus. De toute façon, voilà, après, on sait que les pandémies, maintenant, ça nous
pan au nez, sans vouloir faire de jeu de mots. Et donc, il va y en avoir de plus en plus, évidemment. Donc là, il y a une pandémie, et on va suivre en fait une petite jeune fille, alors j'imagine que c'est la jeune fille qui est représentée là, qui vit dans un orphelinat. Alors, on va découvrir pourquoi elle vit dans un orphelinat au fur et à mesure de l'histoire. Hein. Et cette jeune fille a un pouvoir, elle peut parler aux animaux et les comprendre, mais simplement en les regardant dans les yeux, quoi. Hein, voilà. Et il se trouve que ce pouvoir-là va lui être bien utile parce qu'il y a un tigre qui s'est échappé d'un zoo. Enfin, on croit que c'est d'un zoo, mais l'histoire va pas être aussi claire que ça, en fait. Et du coup, eh ben, cette jeune fille, comme elle sait parler aux animaux, elle va essayer de retrouver ce fauve qui s'est échappé. Alors, dans ce roman-là, on va aborder les soucis de la protection animale, en fait. Hein, voilà, le respect des animaux, le fait que les animaux sont souvent pourchassés parce qu'ils permettent de faire du profit, qu'on les utilise à des fins de recherche médicale, ces genres de choses. Et évidemment, des enfants vont être touchés par ça. Ça va réagir dans cette histoire-là, évidemment. Et puis, on va aussi aborder un peu l'entraide entre ces jeunes filles qui sont dans l'orphelinat, l'entraide avec des vétérinaires, adultes plutôt intelligents. Voilà, on va découvrir aussi ce qui peut, voilà, quand on est plusieurs, ce qu'on peut réussir à faire. Donc voilà. Et on a ce côté réchauffement climatique, hein, puisqu'on est en 2035. Donc voilà, il y a des petits moments où on aborde un petit peu ce qui s'est passé durant ces dernières années hein, avec ce réchauffement climatique. Alors c'est assez léger, hein, bien évidemment. Tous ces sujets-là, d'ailleurs, sont assez légers. Mais c'est un roman jeunesse, hein, c'est pour des enfants de 8-9 ans. Je pense que c'est une histoire qui peut vraiment plaire, vraiment. Hein. Alors c'est assez aéré, donc ça se lit très facilement. C'est pas un gros roman, je trouve que c'est vraiment très bien. 8-9 ans, ils veulent lire un petit roman, commencer les romans. Voilà, c'est un thème qui plaît beaucoup aussi, hein, les animaux, la protection des animaux, l'entraide, les enfants qui n'ont plus de parents, voilà, entre guillemets, le larmoyant sans que ce soit des larmes non plus, voilà, les personnages sont plutôt bien, ils ont tous une personnalité bien distincte en fait, donc du coup on se prend facilement à les apprécier, à les aimer, hein, et à vouloir suivre cette aventure-là, voilà. Pour la jeunesse, moi je trouve que c'est une bonne histoire. Voilà. Moi j'ai plutôt bien aimé. Je connais quelques petites filles à qui je pourrais bien offrir ce petit roman-là, maintenant que je l'ai lu, pour leur faire plaisir tout simplement. En plus Noël approche, même sans ça d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle donc La fille qui murmurait à l'oreille des fauves de Sabine Dosière. Ah voilà, vous avez terminé, voilà, vous avez vu tous les romans que j'ai pu lire, BD, etc. Beaucoup de romans pour le Blank November, enfin beaucoup. Un par semaine, ça en fait 5. J'ai fait beaucoup plus l'année dernière, hein, je m'en souviens, j'ai fait vraiment beaucoup plus l'année dernière. Cette année, voilà, j'ai ralenti un petit peu. Des BD de Lila, c'est péchu, et j'aime beaucoup. Et puis ce petit roman de Babélieu, ce petit roman jeunesse sur la protection des animaux. Eh bien voilà, j'espère que vous avez trouvé des petites idées pour les mois qui viennent, pour vos lectures. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos entières de plusieurs livres qui suivent comme maintenant, ou faire simplement des vidéos coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a un livre, il est coup de cœur, je fais une vidéo et je la poste directement. Voilà, peut-être que je vais faire ça. Ça me permettra de les faire peut-être plus régulièrement. Je sais pas trop encore. En tout cas, je vais voir. Je me questionne pour l'instant. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous remercie de liker, de partager, de mettre un petit commentaire voilà, sur cette vidéo si ça vous a plu. Et puis de vous abonner pour être prévenu en appuyant sur la cloche là, des publications de vidéos que je peux mettre sur YouTube. Je vous souhaite de bons voyages d'ivresse, de belles lectures, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!